je ne suis pas psychologue, mais vous verrez que vous avez beaucoup de réponses. C'est bon? Ouais. Tout à l'heure, pendant mon exposé, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai aussi abordé ce sujet-là. La parole, vous avez remarqué que la plupart de nos rois, j'ai donné l'exemple de Béhanzin et tout, qui ont été plus ou moins invités par le colonisateur pendant qu'ils combattaient pour défendre le continent. On les a invités à discuter. Si vous suivez un peu l'histoire, vous allez voir que les Africains sont toujours présentés. Et puis c'est comme ça qu'on les a toujours pris. C'est parce que l'Africain croit en la parole. Alors que, oui, mais ça il faut comprendre. Pour l'Européen, la parole, je peux prendre ça, faire la ruse. Or, pour l'Africain, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à sa sacralité, il ne peut pas manquer. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça pour qu'on explique ça. Donc, la parole de l'Africain puis la parole de l'Européen, elle est différente. C'est tout ça, en fait, que nos érudits expliquent dans ces différents livres. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lire. Quelqu'un d'autre, avant qu'on passe au prochain intervenant? C'est bon? Ok. Donc, si on va remercier le chemitier. On va passer au prochain intervenant. J'ai nommé le doyen Demba Coulibaly. Ouais, doyen. Le doyen Demba Coulibaly, il est membre d'AI. Voilà. Donc on peut être membre d'AI tout âge. Voilà, il n'y a pas de souci. Il est membre d'AI. Et voilà, c'est un responsable, il est père de famille. Voilà, et aujourd'hui, il va vraiment nous faire plaisir. Il va nous montrer que en Afrique, l'âge a de l'importance, en fait. Et il va nous présenter la résistance légendaire des Dogons du Mali face à l'islam, du déclin des empires du Ouagadougou et Soso à nos jours. Donc, doyen, je vais vous passer la parole, on va le soutenir. Merci. Merci à vous tous, merci d'être venus ici. Alors, je ne suis pas un historien, je ne suis pas non plus un universitaire, et je ne suis pas non plus un homme, ce qu'on appelle les paroliers, comme les djellys de l'Afrique, mais je me sens le devoir, en tant qu'humain, en tant qu'Africain, vu la situation que nous vivons depuis très très longtemps, de résister comme vous, parce qu'en fait, ce que vous faites tous là, c'est une résistance. Hein. C'est une résistance contre le système qui nous domine. En fait, tout le système qui nous domine, ce n'est pas simplement les religions, mais c'est aussi en fait, le système économique et tout autre. D'ailleurs, tous ces systèmes sont derrière l'économie, en fait. Voilà. Bon, je vais vous parler de ce qu'on appelle le mandin et expliquer aussi ce que c'est le mandin parce qu'il y a une confusion là aussi, comme d'ailleurs quand on parle du peuple dogon, ça a été rappelé ici, on nous a inventé plein d'appellations pour nous diviser. Donc il est important aussi qu'on éclaire un peu ces choses-là. Voilà. Si vous permettez, je vais m'asseoir parce que j'ai fait des petites notes pour... Ouais. Alors, le problème de notre peuple, c'est qu'on a passé des siècles à résister. C'est-à-dire qu'on a développé une grande civilisation pendant 35 siècles pratiquement. Et après, il y a eu les envahisseurs qui sont arrivés. Et depuis, on ne fait que résister. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien, on ne produit plus, on ne réfléchit plus, mais on ne fait que résister. Et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Voilà. Donc l'immigration, c'est de la résistance. Nos frères qui se battent aux États-Unis, c'est de la résistance dans les Antilles. Et les Africains sur le continent, ils résistent. On ne fait que ça. Voilà, et c'est ce qui fait aussi qu'on est là. Hein. C'est cette résistance qui fait qu'on est là. Donc, ça serait bien qu'on continue cette résistance. Et je pense qu'un jour, on verra le jour. C'est-à-dire que... bon, il y en a qui disent que l'Afrique sera le guide de l'humanité. On l'a été. Je pense que l'humanité prendra de nouveau l'exemple sur l'Afrique. Voilà. Alors...
je veux parler de la résistance des Dogons, parce que les Dogons, beaucoup de gens, les Européens encore nous font croire que les Dogons c'est un peuple à part, c'est un peuple mystique qui est là dans les falaises de Bandiagara, et qui ont une science spécifique à eux. Non, c'est des Africains comme vous, comme moi, c'est des Keita, c'est des Djara, c'est des Koulibaly, c'est des Traoré, c'est des Africains. Simplement, c'est un peuple qui a su résister, mais d'une manière très forte, parce qu'ils avaient une conviction forte, et ils y tenaient beaucoup à garder leur tradition ancestrale, parce que pour eux, c'est une question de survie. C'est-à-dire que s'ils perdaient ça, ils pensaient que c'était fini pour notre culture, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ce peuple, un jour, a décidé d'aller se réfugier dans les falaises de Bandiagara pour protéger les valeurs traditionnelles. Alors, bien sûr, alors, tout a commencé après le déclin de l'empire de Ouagadougou. C'est pour ça que j'ai voulu parler un peu de Ouagadougou. Hein. Et c'est bien avant, parce que l'Égypte, déjà, on était déjà agressé. Hein. Mais l'islam, ça a commencé en Afrique noire à partir de l'empire de Ouagadougou. Alors, Ouagadougou, ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, parce qu'on parle de Ghana, Ouagadougou, c'est des mots. Hein. Ouagadougou, ça veut dire la ville des Ouagé. Ouagé, c'est des gens, c'est des diplomates. C'est des gens qui, en fait, c'est des Soninké. Quand on dit Soninké, ça veut dire les gens de Sonan. Sonan, c'est Assouan. Hein. Les Soninké, ils se réclament de Assouan. Donc, ils viennent du Soudan. Et quand ils sont arrivés en Afrique, il y avait bien sûr des gens qui habitaient là, qu'on appelait des Kakolo. Kakolo en Bambara, ça veut dire ceux qui étaient là avant. Donc ces deux peuples se sont mélangés. Et bien sûr, il y a eu l'empire de Ouagadougou, qui a duré pendant un certain temps. Et c'est des gens qui étaient gardiens de nos valeurs. Il ne faut pas croire que l'islam est tout de suite venu. Ils étaient gardiens de nos valeurs. Et jusqu'à ce que l'islam arrive à mis cet empire de Ouagadougou. Hein, Ouagadougou, donc la ville des Ouagé, des diplomates. Parce que pour gouverner, il faut être diplomate. Donc c'est pour ça qu'on les appelait les Soninké des Ouagé. Et les Bambara les appellent d'ailleurs des Maraka. Maraka, ça veut dire ceux qui gouvernent. Et après le déclin, il y a eu l'empire de Soso. Soso, ça veut dire la maison des chevaux, hein, en Maninka. Donc c'est des gens qui maîtrisaient l'art d'élevage des chevaux et autres. Et c'était Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, tout le monde a entendu parler, contre qui Soundiata s'est battu. Alors, cet homme, beaucoup de gens le considèrent comme un tyran, mais en fait, c'était un des premiers grands résistants contre l'islam et contre l'esclavage. Bon, à l'époque, ce n'était pas l'esclavage transatlantique, puisque c'était c'était au XIe siècle. Donc, il n'y avait pas encore l'esclavage transatlantique, c'était l'esclavage arabo-musulman. Donc, il y avait 12 États au Mandin à l'époque. Donc, les Arabes et les Souraka. Les Souraka, c'est des Africains qui sont arabisés. Et les Soninké se sont mis à faire du trafic d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils faisaient des razzias dans les villages. Et il y avait une insécurité telle que le pays est devenu invivable. Donc, Soumaoro Kanté, c'est un forgeron. Donc, un forgeron donc, qui maîtrise l'art de... Alors, il faut que je vous dise aussi un mot sur les forgerons. Dans la tradition africaine, on dit que le forgeron est le premier enfant de Dieu. Le forgeron. Pourquoi? Parce qu'on dit que le forgeron, tous les humains, quand on mange, maintenant c'est plus ça, c'est avec l'industrialisation, mais avant, les outils avec lesquels on débroussaille les champs, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on sème, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on récolte le mil, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils avec lesquels on pile le mil, hein, le pilon et le mortier, c'est les forgerons qui les fabriquent. Les outils dans lesquels on mange aussi, qu'on appelle kounan, parce qu'avant ils faisaient les plats avec des troncs d'arbres. Maintenant, après il y a eu les calebasses, maintenant c'est avec les trucs plastiques qu'on fait là. Donc, à cause de ça, ce sont les premiers hommes à maîtriser les techniques de fabrication des outils. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers enfants de Dieu, hein, les forgerons. Donc Soumaoro faisait partie de ce... Mais le métier en Afrique était lié à la spiritualité. C'est-à-dire que je n'étais pas un spécialiste de ça comme ça, non. Parce que l'Africain
avait tout le temps tendance à lier sa vie quotidienne avec ce qui est divin, ce qui est mystique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on ne peut pas être forgeron qui veut. C'est quelque chose qui est transmis de père en fils. C'est héréditaire. Voilà. Je ne décide pas demain de devenir forgeron, comme je ne peux pas décider demain d'être djeli. Djeli, j'évite le mot griot parce que tout à l'heure, il y a des jeunes qui m'ont posé la question sur la notion de griot et de djeli. Alors il faut savoir que griot, c'est une insulte aussi, parce que c'est les Portugais, quand ils sont arrivés en Afrique, dans la cour des rois, ils ont vu que les djeli criaient, quoi. Enfin, quand ils parlaient, ils criaient fort. Donc les Portugais les ont appelés criado, criado. Et criado a fini par devenir griot. Alors, or que nos ancêtres les appellent, en tout cas dans la langue mandingue, les djeli. Djeli, ça veut dire le sang. Pourquoi le sang? Parce que nos ancêtres disent pour qu'un être humain puisse vivre, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans ses veines, pour qu'il puisse rester en vie. Le jour où le sang cesse de couler dans vos veines, vous ne pouvez plus vivre. Donc de même, pour une société, pour une nation, il faut qu'il y ait du sang qui coule dans les veines de la société. Et donc ce sang, c'est les griots qui symbolisaient ça. Leur rôle, c'était de souder la société et de conseiller et aussi de transmettre les valeurs, etc., etc. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. C'est plus, comment dire, chercher de l'argent ou autre, faire fortune que de jouer leur rôle principal, les griots. Voilà. Donc, et c'est sous un roi que on parle beaucoup de Kankou Moussa. Kankou Moussa. Il y en a qui disent Kankan Moussa, d'autres qui disent Kankou Moussa. Bon, déjà le Moussa, vous voyez un peu que ça sonne. Voilà. C'est un des rois, bon, Sundiata Keita, bon, c'est lui qui a formé l'empire du Mandé. C'est lui qui a formé l'empire du Mandé. Il faut savoir que Soumaoro Kanté, donc, quand il a vu que le pays était en train d'être rasié par les Arabes, il est venu au Mandé, parce qu'il était Soso lui. Il n'y avait pas encore l'empire de Mandé, il était à Soso. Il est venu voir les Mandins, donc ce sont ses voisins. Il leur a dit, venez vous joindre à moi. Il a constitué d'abord une armée. Il a fabriqué des armes. Il a constitué une grande armée. C'est aussi un gars qui possède les, comment on appelle ça, les connaissances mystiques. Soumaoro Kanté. Donc il est venu voir les dignitaires de Mandé. Il a dit, venez vous joindre à moi pour combattre les esclavagistes parce que sinon ils vont nous décimer, si on les laisse faire comme ça. Alors, les dignitaires lui ont répondu, ils ont dit, toi tu es un forgeron, tout ce qu'on te demande c'est de nous fabriquer des outils pour qu'on puisse travailler et faire la guerre, mais tu n'as pas à venir nous donner des ordres pour combattre les esclavagistes. Bon, il a dit, c'est ça votre réponse? Ils ont dit oui, il est parti. Il est revenu une deuxième fois, leur demander, ils lui ont répondu pareil. Troisième fois il est venu, il leur a demandé, ils lui ont répondu de la même manière. Il a dit, bon, c'est comme ça que vous me recevez les gens demandés. Moi, je vois le danger à la porte de nos États. Et je viens vous demander de vous joindre à moi. Je me suis organisé depuis des années à constituer une armée forte pour les combattre. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est de dire va nous fabriquer des outils plutôt pour travailler. Et il a dit, je vais revenir au Mandé, mais cette fois-ci, quand je vais venir avec du métal fondu et je vous ferai boire tous du métal fondu. Donc il a été vexé. Quelqu'un a parlé des Africains, ils tiennent leur parole. Et à l'époque, quand ils disent quelque chose, ils le font. C'est-à-dire que s'ils vous disent je te tue demain, ou vous le tuez, ou ils vous tuent, quoi. Voilà, donc Soumaoro Kanté, il a dit ça aux sages de Mandé. Et c'est à partir de là qu'il s'est mis à faire la guerre et aux esclavagistes et aux dignitaires de Mandé qui étaient passifs, quoi, c'est-à-dire qui ne combattaient pas les musulmans. C'est à partir de là que les voyants ont dit qu'il faut aller chercher un homme qui est en exil, en dehors du Mandé, qui se trouve à Mema. Mema, c'était dans l'état de Ouagadougou, justement. Alors, Mandé, ça veut dire quoi, Mandé? Mandé, en fait, c'est quand, après le déclin de Ouagadougou, il y a un groupe de personnes qui sont parties de Kakolok pour venir s'installer dans la région qu'on appelle maintenant Mandé. Alors, Mandé, en fait, veut dire, il y a deux mots, il y a Man et Dé. Man, c'est le lamentin. Lamentin, qu'on appelle en Maninga, Man. Dé, c'est l'enfant. Alors, avant, nos ancêtres ne faisaient rien sans consulter l'esprit des ancêtres et les man. Donc,
ils vont voir le prêtre, on veut s'installer telle chose, ou on veut faire prendre telle décision. Qu'est-ce que vous voyez? Le prêtre va dire, voilà, il va consulter les mânes, donc il va leur dire, j'ai vu telle ou telle chose. Et il y a possibilité de faire un sacrifice pour que ça réussisse, ou alors il ne faut pas le faire. Donc quand ils ont voulu quitter le Ghana pour aller s'installer au Mandé, ils ont demandé aux prêtres de regarder si le fait de venir s'installer au Mandé va leur réussir. Et les prêtres leur ont dit ça va vous réussir à condition que vous fassiez le sacrifice d'un jeune lamentin au bord du Djeliba. Alors Djeliba, c'est ce qu'on appelle maintenant le Niger. Djeliba, pourquoi aussi Djeliba? Parce que Djeli c'est le sang encore, Ba c'est fleuve. Ça veut dire le fleuve du sacrifice. C'est pour ça que les Mandingues appellent le fleuve Niger Djeliba. Djeli c'est toujours le sang, parce que quand on fait les sacrifices, donc c'est ça. Donc ils ont fait le sacrifice du jeune lamentin et ils ont donné le nom du jeune lamentin au pays. Donc Mandé, Man, lamentin, Dé, l'enfant. À partir de là, ils ont créé le premier village qu'ils ont créé, ils ont appelé ce village Mani. Mani. Ma, en bamana, veut dire beaucoup de choses. Pour dire ma mère, je dis ma. Mais pour dire aussi et humain, je dis aussi ma. Pour dire aussi l'humanité ou l'humanisme, je dis maya. J'ai vu tout à l'heure, c'est marqué Moukadi le Mouya, ça veut dire Maya, Moya, c'est la même chose. Donc on voit qu'il y a une continuité culturelle dans toute l'Afrique. Quand vous remarquez très souvent, vous verrez que toute l'Afrique, d'ailleurs les griots le disent au Mandin, il y en a qui disent qu'il y a 80 ou 85% de la population de toute l'Afrique qui est passée par cette partie du Mandin, non pas parce que c'était sûrement une voie d'immigration. Donc ils ont fait ce sacrifice-là et le premier village qu'ils ont créé, ils ont appelé ça Mani. Mani, ça veut dire le man, toujours on a le man, toujours, le lamentin. Ni, c'est petit, donc petit lamentin, le village. Et c'est pour ça que les Maninka, c'est ce que les Européens appellent, ou quand on dit Mandingue, c'est pas Mandingue, c'est les Européens qui disent ça. Mais les Bambara ou les Maninka disent Maninka. Maninka. Pour dire quelqu'un, un habitant de tel endroit, je dis, par exemple de Paris, je dis Parinka, ou je dis Guadeloupeka, ou je dis Amerika, ou bien Dakarka. Donc Maninka, ça veut dire les habitants de Mani. Et il faut savoir que bon, le Mandé, c'est pas un peuple à part aussi, quoi. Ça aussi, il faut cette idée on se l'enlève. Il y avait toutes sortes de peuples. Il y avait des Soninké, des Peuls, des Bambara. D'ailleurs, le mot Bambara est venu beaucoup plus tard. C'est aussi dû à une résistance, le mot Bambara. Que si c'est le temps d'expliquer, j'expliquerai aussi. Et donc ils sont venus au Mandé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de roi, c'était des simbos, c'était des maîtres chasseurs. Alors, ce qu'on appelle ici aussi chasseurs, en Afrique, c'est pas pareil, quoi, parce que souvent, il faut dire les choses dans nos langues pour comprendre leur sens. Mais quand on le dit en français, on ne comprend pas, parce que quand on dit français, c'est chasseur, un chasseur, bon, il va chasser des animaux, c'est tout, quoi. Or qu'en Bamana, on dit donso. Donso. Alors, si je vous dis donso, vous n'allez pas avoir de tout de rapport avec le chasseur. Donso, ça veut dire celui qui rentre à la maison. Donso. Donso, celui qui rentre à la maison. Alors, pourquoi on dit Donso? Parce qu'il passe son temps dans la forêt, dans la brousse. Il passe son temps dans la brousse. Non pas simplement pour tuer des animaux, mais c'est pour étudier aussi. C'est pour étudier la faune et la flore. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance phénoménale des plantes, de tas d'autres choses. Et pour soigner des maladies, mais bien sûr, pour se nourrir, il faut aussi tuer aussi des animaux. Ils connaissent aussi tous les animaux de la forêt, leur cycle de reproduction et autres. Donc, ils connaissent aussi l'astrologie, parce que c'est avec les étoiles la nuit qui se guident. Et d'ailleurs, on les appelait des djoula. Parce que maintenant, on appelle les Bambara ou les Maninka qui sont en Côte d'Ivoire ou en Burkina, on les appelle des djoula. Mais djoula, ça veut dire commerçant. Maintenant, mais en fait, c'était les Dosso qu'on appelait djoula, parce qu'ils voyageaient beaucoup, ils allaient de ville en ville, mais aussi pour la connaissance, quoi. Ils allaient voir d'autres peuples, tout ça. Donc, on dit que la plupart des villes créées au Mandé, ce sont les Donso, ou en Afrique en général, ce sont les Donso qui les ont créés. Et donc, quand ils ont créé, quand il y a eu l'empire mandingue, donc, Sundiata est venu, il a combattu Soumaoro Kanté. Sundiata est devenu donc
l'empereur du Mali. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est devenu l'empereur du Mali tout de suite. Non, parce que Sundiata aussi était lui aussi, il a dit que s'il y a eu tout ça au Mandé, si Soumaoro est venu combattre les Mandiens, c'est parce qu'à l'origine, c'est l'esclavage. Donc Sundiata, quand il est venu avec son armée, parce qu'il est venu avec une armée de Ouagadougou, de Mema, et après, il y a tous les Domzo, hein, tous les confréries des chasseurs, qui se sont rejoints à lui, enfin ceux qui résistaient du moins, hein, parce qu'il y en a qui ne résistaient pas, mais ceux qui résistaient sont venus se rejoindre. Mais aussi, c'est parce que les man ont dit, il n'y a qu'un homme qui peut vous sauver. Hein. Les voyants, ils ont regardé, ils ont dit, il y a un homme qui est à tel endroit, c'est un enfant de Mandé, il faut l'amener, c'est lui qui peut chasser Soumaoro Kanté de Mandé. Donc quand il est venu, ils ont chassé Soumaoro Kanté. Sundiata, il a dit, je ne prendrai le trône que lorsque tout le monde sera d'accord avec les idées que je défends. C'est-à-dire supprimer complètement l'esclavage dans tout le Mandé. Voilà. Donc, ça, ce n'était pas une chose facile parce que comment on appelle ça? Comme toujours, il y a des traîtres parmi nous. Hein, encore au jour d'aujourd'hui, il y en a plein. Donc il y en avait des Africains qui étaient des traîtres, donc, hein, qui donnaient des indications aux autres. Voilà, il faut aller à tel endroit, les gens ils vont dans les champs à tel moment, machin. Donc ils venaient rasier les trucs. Donc Sundiata a dit, il faut qu'on élimine complètement ceux qui ne veulent, déjà ceux qui ne veulent pas se soumettre, ceux qui ne veulent pas accepter cette idée d'éradiquer l'esclavage au Mandé. Il faut les ramener à accepter de gré ou de force. Bon, ça c'était une des conditions, mais il fallait aussi aller voir tous les grands prêtres, parce qu'il y avait des grands prêtres qui étaient là, mais eux ils se mêlent pas trop dans les affaires courantes, mais il faut aller aussi les voir pour qu'ils acceptent aussi, parce que Sundiata il voulait une coalition derrière lui, il voulait pas arriver au pouvoir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière lui. Donc tout le monde, c'est au bout de 10 ans, à partir du moment où il a combattu Soumaoro Kanté, je crois que c'était au milieu du XIIe siècle, quand il a combattu Soumaoro Kanté, et c'est 10 ans après qu'ils ont réussi à ramener le calme dans le pays. C'est à partir de là qu'ils ont intronisé l'empereur de Mandé. Et c'est au moment de cette intronisation qu'ils ont prononcé ce qu'ils appellent aujourd'hui la charte de Kouroukanfouga. Mais en fait, c'est quoi la charte de Kouroukanfouga? Alors, beaucoup disent que ce charte de Kouroukanfouga date de l'Égypte antique. Mais en fait, ça existait déjà au Mandé. Quand Sundiata l'a promulgué au moment de son intronisation, ça existait déjà. Mais qui c'est qui l'utilisait? C'était les Donso, justement. C'était leur... Il a parlé de Donso Kalikan. Kali, c'est je jure sur telle chose. Donc on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui le charte de Mandé, c'était Donsolu Kalikan. Hein, Donsolu Kalikan, c'est-à-dire que c'était le serment des chasseurs qui juraient sur ça pour défendre le pays, pour être juste, pour être fraternel, pas de discrimination raciale. Hein, tout ça a été dedans, hein. Je crois que c'était même 44 articles. Je pense que à l'intronisation de Sundiata, ils l'ont encore... Quelqu'un a parlé tout à l'heure que les Blancs, ils l'ont ramené à 10. Mais Mandin, déjà, ils l'ont diminué encore. C'était 44 articles, normalement. Bon, enfin bref. Et Sundiata, donc, il a réussi à éradiquer l'esclavage au Mandé. Mais, bon, il y a des fois, on fait des erreurs. Quand on est humain, on fait des erreurs. Pour moi, personnellement, ça c'est moi qui... Je pense que Sundiata a fait une erreur parce que quand même, quand il a pris le pouvoir, il a fait ce qu'on appelle... Il y avait, on dit qu'au Mandé, il y a 16 porteurs de carquois, c'est-à-dire 16 familles. Quand on dit 16, c'est des familles, hein, c'est des familles guerriers, donc, qui c'est des militaires, qui défendent tout. Et il y a 4 familles de Ngara. Ngara, c'est des hommes d'art. Hein. C'est des djélis, justement. C'est des forgerons. C'est des cordonniers. Et c'est des finins. Les finins, c'est des gens qui ont l'art de la parole, justement. Hein, c'est leur... Donc, il y avait ces 4 familles. Donc, Sundiata les a proclamées officielles. Et il y avait aussi ce qu'on appelle 5 familles maraboutiques. Alors, tout à l'heure aussi, les jeunes m'ont parlé de marabout. Donc, quand on parle de marabout, évidemment, c'est l'islam, hein, c'est l'étude
Donc il y avait 5 familles maraboutiques aussi. Mais que Sundiata a reconnu aussi. A reconnu comme des conseillers de Mandinka. Bon. Pour moi, je pense que ça a été une erreur. Parce que, bon, on dit que la construction des mosquées au Mandin date du 7e siècle. Première mosquée qui a été construite. Mais bon, il n'y avait pas de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on n'allait pas voir les gens. Et comme vous l'avez dit, l'Africain, lui, il ne pousse pas quelqu'un de venir à sa religion, quoi. Voilà. Ça, même quand ça vous plaît, vous venez, il est réticent. Il voit d'abord si vous êtes sincère et si vous avez toutes les qualités humaines requises, il vous accepte. S'il ne vous accepte pas, si vous voulez rentrer dans une religion africaine. Hein. Or que les autres, ils venaient, voilà, ils allaient voir les gens, il faut laisser. Alors, donc quand Sundiata a fait ça, moi je pense que ça a été parce que ça a donné une certaine force aux musulmans, aux Mandés. Pour ça je me permets de le dire, hein, et j'ai pas peur de le dire parce que il l'a fait, quoi. Voilà. Et c'est à peu près entre 100 et 150 ans après l'intronisation de Sundiata, il y a un des empereurs qui s'appelle justement Kankou Moussa, hein, Kankou Moussa, que tout le monde entend parler. Je vois souvent marqué l'homme le plus riche du monde. En fait, il a dilapidé la richesse impériale, c'est tout, c'est pas sa richesse à lui. Donc cet homme a supprimé, a combattu des prêtres de tradition africaine. Parce que lui, pour lui, il faut maintenant construire des mosquées, il faut arrêter de faire ce qu'ils appellent les bolis, les fétiches, tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il a fait le pèlerinage à la Mecque, tout le monde parle de ça aussi, hein, qu'il a dilapidé, c'est là où il a dilapidé tout l'or. Et il a intégré il a laissé les Arabes donc revenir prendre des esclaves en Afrique et tout. Et c'est au cours de cette période, qu'il y a, parce que ce qu'on appelle des Dogons, en fait c'est des Keïta, c'est des Traoré, c'est des machins. Il y a un groupe, ils ont dit, les choses commencent vraiment à aller mal, et si on continue à rester comme ça, ben on va disparaître. Alors, il paraît qu'à cette époque-là, il y avait 4 bolis. Ils appellent ça des Djo en mandin. C'est des fétiches protecteurs, quoi. Il y en avait 4, et que les mandingues ne mettaient rien devant ces 4 fétiches, même pas Dieu, parce que pour eux, Dieu a fait sa création, donc il ne s'occupe pas des problèmes des autres. Donc, tout ce que... c'est à l'homme lui-même de se protéger. Hein. Eux, ils disent pas Dieu va me protéger, Inch'Allah, ou bien. Voilà, ils disent. Donc, eux, ils avaient leur boli qui les protégeait. Je m'excuse pour mon français qui n'est pas clair. Mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Hein. C'est ça l'essentiel, surtout. Hein. Et donc, ce groupe de personnes, d'abord, j'ai commencé à parler du nom, le nom. Alors, vous savez que pour dire le nom en bamana, on dit Toko. Toko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui reste derrière. Ce qui reste derrière. C'est le nom qui reste derrière. Mais il y a d'autres, il y a 2 noms. On dit qu'il y a le nom que tes parents te donnent à la naissance. Ton prénom. Par exemple, moi je m'appelle Demba. C'est le nom que mon père et ma mère m'ont donné. Ou ça peut être mon grand-père, ou ça peut être ma soeur, voilà, qui me donne. Mais ce nom, pour nous, c'est simplement pour te désigner parmi les gens. Mais ce nom n'est pas un vrai nom. On dit que le vrai nom, c'est le nom que tu te crées toi-même. C'est le nom que l'homme ou la femme se donne lui-même. Mais comment on acquiert ce nom-là? C'est par nos actes. C'est-à-dire que c'est tes actes qui vont te donner un nom. Quand on dit Sundiata, ben ce n'est pas Sundiata qu'on voit derrière. On voit l'action que Sundiata a menée. Quand on dit Molefikete à santé, ben on ne voit pas le nom Molefikete à santé, quoi. On voit le travail qu'il fait. Quand on dit Cheikh Anta Diop, c'est le travail qu'il a fait, qui a donné son nom. Ce n'est pas le nom que son père et sa mère lui a donné. Donc ça c'est important parce que je vois beaucoup de frères qui donnent des noms égyptiens, des trucs anciens, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est l'acte qu'on pose, c'est les actes qu'on pose qui va donner un nom à quelqu'un. C'est ce qui va faire que demain quand vous allez disparaître, les gens ils vont dire ah il faisait ça, il savait faire ça, il a fait ça de bien autre. Mais si vous avez un grand nom de Imhotep, mais vous n'avez rien fait ou vous faites quelque chose de mal, demain vous allez mourir, personne ne va parler de vous. Hein. Donc, pour dire l'importance du nom, après il y a ce qu'on appelle le nom de famille. Bon, on appelle ça nous Djamou. Djamou, Dja c'est l'image ou l'ombre. Quelque chose qui englobe ou qui induit ton ombre. Ça c'est un nom qui désigne le groupe de personnes.
Hein. Par exemple, moi, on me dit Koulibaly, on ne voit pas Demba, on voit tous les Koulibaly. Mais ça pose aussi une acte, parce que les Koulibaly, ils ont pu faire des mauvais actes ou des bons actes, voilà. Mais ça désigne un nom. Ça n'a pas, tandis que le nom, le prénom est souvent symbolique. Hein, on dit Tokoro, donc quand tu meurs, ton nom il reste derrière. C'est pour ça qu'on dit Toko. Toko. Voilà. Alors, ça c'était une parenthèse. Donc quand Kankou Moussa a commencé à faire ça, il y a un groupe de prêtres, parce que c'est des prêtres, c'est pas des gens simples, quoi, parce qu'ils n'ont pas de, mais c'est des prêtres qui tenaient à garder leurs valeurs, leur tradition ancestrale. Ils se sont dit, il y a la moitié qui commence à dire, ah ouais, il faut accepter, il faut rentrer dans le Dina. Dina, c'est Dina là, parce qu'ils disent Dina aussi. Hein. Et il faut laisser nos trucs là, c'est vrai. Et d'autres commencent à dire non. Bon, quand eux, ils ont vu ça, ils ont dit, il vaut mieux partir d'ici. Vite, vite, partons avec nos remèdes, sinon on va les perdre, on va tout perdre. Donc c'est à partir de là que, alors, on dit que c'est un groupe de 70 personnes. Bon, pourquoi 70 personnes? Parce qu'il faut savoir que le chiffre 7 aussi a une importance en Afrique. Bon, si vous faites des recherches des jeunes, vous verrez l'importance des chiffres. Hein. Par exemple, on dit que chaque individu, tous les 7 ans, on change. C'est-à-dire un enfant qui est né, les 7 premières années, son environnement, c'est sa mère. Son monde, c'est sa mère. Quoi. Il ne connaît pas autre chose. Et la mère aussi, c'est-à-dire que pendant les 7 premières années, son enfant, il ne peut pas rester longtemps sans voir son enfant ou avoir de ses nouvelles. Donc, les 7 premières années, l'enfant, mais c'est pendant ces 7 premières années que l'enfant va lui donner, apprendre la langue, par exemple. Je vous fais des témoignages comme ça, hein, des valeurs qu'on nous enseigne quand on est enfant. Et les 7 premières années, donc, l'enfant, sa mère va lui enseigner les langues. Et à partir de 7 ans, de 7 maintenant à 14 ans, il commence à aller fréquenter un autre monde. C'est-à-dire qu'il sort dehors, il s'amuse avec d'autres enfants. Et il voit des choses, il vient, il pose des questions à sa maman lui donne des explications. Donc ça va durer 7 ans aussi. Mais toujours son monde c'est sa mère. Et après 14 ans, il y a encore 7 ans, il va faire encore 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, il va chercher, il va essayer d'avoir son autonomie. C'est normal parce qu'il faut que lui aussi devienne adulte. C'est-à-dire que de 14 à 21 ans, eh bien, il va essayer de prendre son autonomie par rapport à sa mère. Essentiellement, hein. Alors, pour vous expliquer aussi la notion de père et de mère, en tout cas dans ma langue, pour dire père, on dit mfa, mfa. Mais mfa veut dire, tue-moi, ça veut dire aussi remplis-moi, mfa. Voilà. Et pour dire la maman, on dit mba. Mba, ça veut dire grand, ça veut dire aussi tendre. Et alors, j'ai posé la question un jour à un initié, je dis, c'est quoi, pourquoi on dit, la maman on dit mba, et le père on dit mfa. Il me répond de façon simple, il me dit, ifabi lafa, ibabi bamban. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton père, il te nourrit, ça veut dire qu'il va chercher la nourriture, il te le donne, tu manges. Mais c'est ta mère qui te forme, qui te tend. Hein, ibabi bamban, ifabi fa. Tu vois? Vous voyez, ça veut dire que on ne dit pas mfa pour rien, on ne dit pas mba pour rien. Et pour dire parents, dans ma langue, on dit mbadin. On ne dit jamais mfadin, on dit mbadin. C'est-à-dire les enfants de ma mère. Les enfants de ma mère. Et pour dire mes adversaires, on dit mfadin, les enfants de mon père. Pour ça aussi, j'ai posé la question pourquoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais qui ont leur importance. Donc, à partir du moment où ce groupe de 70 personnes, ils ont décidé, ils ont dit, on va partir avec nos remèdes, on va aller s'installer en dehors de ce monde-là, parce que sinon, on va tout perdre. Donc, ils ont pris tous leurs remèdes. Et quand ils sont venus, alors à l'époque, il paraît qu'il y avait une ville au Mandé qui s'appelait Kanibala. Et Kanibala, il y avait 12 villes, je crois, et la capitale de ces 12 villes, c'était Dogoromu. Alors, il y en a qui disent que le nom du Dogon vient de là, d'autres disent non. Donc, ils sont allés s'installer là-bas. Et en partant, il y a un autre prêtre du Komo. Komo, vous avez tous entendu parler du Komo, c'est aussi une société d'initiation africaine, mais où on trouve beaucoup de connaissances dans le Komo. Hein. Et il y a un Traoré qui les a suivis, lui il a dit moi je vous suis aussi, parce que sinon je vais perdre aussi mon Komo, quoi. Et donc ils sont partis ensemble et ils sont allés s'installer donc là où il y a actuellement les Dogons, et ils ont dit bon, nous on est tous des Konaté, parce que Keita
le mot Keïta aussi. Keïta veut dire, en fait, prend l'héritage. Le patronyme Keïta. Keïta, en maninka, ça veut dire prend l'héritage. Alors pourquoi prendre l'héritage? Parce qu'il y a eu encore comment on appelle ça, de la trahison. Hein? Il y a souvent des trahisons quand même en Afrique, malheureusement. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie. Hein? Il faut qu'on se méfie. C'est souvent dans le groupement qu'il y a... Je vous parlerai rapidement aussi de mon propre cas, enfin le cas de ma famille, qui se sont battus contre les musulmans aussi, où il y a eu une trahison aussi. Voilà. Et ils sont partis donc, sont allés s'installer. Et ils ont dit, bon, nous on est 70, lui il est tout seul. Donc si on veut s'entendre avec lui et le mettre à l'aise, on va le nommer chef. Donc vous voyez aussi de l'esprit africain. On dit, celui-là il est tout seul. C'est un Traoré, et nous on est tous des Konaté. Donc on va le nommer chef lui, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Ils l'ont nommé chef lui. Donc, mais ils ont dit, alors, le problème c'est que les gens vont nous demander pourquoi on est venu ici. Alors si on nous demande pourquoi on est venu ici, on leur dit que c'est un secret. Ils se sont consultés, il ne faut jamais dire pourquoi on est venu ici. Donc, pour dire secret en bamana, ça veut dire guindo. Guindo. Vous remarquerez au Mali, la plupart des Dogons, quand vous allez essayer les Dogons, tous les Dogons d'ailleurs, quand vous dites n'importe quel Dogon guindo, il vous répond. La plupart des guindos, ils répondent au patronyme guindo. Guindo, ça veut dire secret. Pourquoi vous êtes venu ici? C'est un secret. Ils ont dit qu'il ne faut jamais dire pourquoi on est venu ici. Donc vous voyez, ce n'est pas un peuple à part qui est né là, comme ça, là, et voilà. Mais ça veut dire que c'est des connaissances que tout le monde, enfin, tous les initiés, grands initiés possédaient plus ou moins, mais il y en a certains qui ont décidé qu'il faut aller les mettre à l'abri, donc qui ont résisté, et qui ont dit qu'il faut aller mettre à l'abri ces protections. Donc c'est comme ça qu'il y a eu donc les Dogons avec toutes les séances qu'ils ont, que maintenant tout le monde en parle, quoi. Voilà, c'est parce qu'il y a des résistants qui ont voulu, ils ont dit si on laisse là, l'islam va tuer notre tradition. Donc il faut fuir l'islam. Voilà, pour ce qui concerne les Dogons. Et ça, c'était sous Kankou Moussa, donc, hein, l'empereur Kankou Moussa. Alors, pourquoi Kankou Moussa avait beaucoup d'or? Il faudrait aussi dire deux mots là-dessus. Et en fait, cet or, c'était l'or impérial. C'est-à-dire quand Soundiata est venu au pouvoir, il faut savoir que Soundiata avait constitué une réserve fédérale, une réserve impériale plutôt, d'or. Parce qu'il y avait beaucoup d'or au Bouré. Mais ce n'était pas de l'or simple comme ça. On appelle ça Djo Sanou, ou Sanou Djo. Djo, c'est-à-dire quand je vais jurer sur ça, je dis, si je deviens roi de telle région, si je trahis, et bien que les ancêtres donc on jurait dessus qu'en fait. Donc il avait fait 32 genres, parce qu'à l'époque on considérait qu'il y avait 32 grandes familles au Mandé. Soundiata avait constitué 32 genres dans lesquels il avait rempli d'or. Et ça, c'était en cas de coup dur au Mandé. Vous voyez déjà à l'époque, il prévoyait déjà que s'il y a un problème, et c'est quand Moussa est venu au pouvoir, et c'est cet or qu'il a dilapidé en allant à pèlerinage à la Mecque, en construisant des mosquées de partout, sur tout son chemin. Vous voyez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les griots ne parlent jamais de lui. Et c'est à partir de là que le déclin a commencé aussi de l'Empire, hein, à partir de lui, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui concerne mon cas à moi, et bon, à l'époque, le Sénégal n'existait pas, ni le Mali, ni la Guinée, autres, hein, on disait le Mandé, hein. Bon, il y a eu des régions. Donc, moi, actuellement, je suis je suis du Sénégal, hein, je suis né au Sénégal oriental, mon père y est né aussi, mais mon grand-père, non. Mon grand-père est venu du Mali, d'une région qu'on appelle Karta. Alors, après le déclin donc, de l'Empire du Mali, il y a eu des petits royaumes, il y a eu bien sûr le Songhai et tout ça, mais il y a eu aussi ce qu'on appelle l'Empire Bambara du Ségou, l'Empire Bambara de Karta, l'Empire Bambara de Bélédougou, l'Empire Peul, etc., etc. Il y a plein de petits royautés comme ça. Mais parmi ces royaumes, il y en a qui se battaient toujours contre les marchands d'esclaves, quoi. Et c'était le cas, par exemple, des Massassis de Karta, d'où moi je suis ici. Et bon, la reine de Soulsan Koulibaly, ça a commencé au XVIe siècle à peu près. Et le dernier roi qui a été tué par El Hadj Cheikh Oumar Tall, que vous avez dû entendre parler, c'est un gars qui a fait le djihad dans tout le Mali. Et il se battait à la fois contre les Africains, les Bambara et
et les Européens. Hein. C'est comme Sékou Touré, Samori Touré, que beaucoup de gens disent que c'est vrai qu'il s'est beaucoup battu contre les colons, mais il s'est battu aussi contre les traditionnistes. Il a détruit des fétiches, il a construit des écoles coraniques, quoi. Donc pour nous, c'est pas un héros, quoi. C'est Samori qui a affaibli Sikasso, le Tata de Sikasso, et qu'ensuite les Français sont venus, ils l'ont détruit, quoi. Ils ont tué le Babemba, enfin qui s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Donc dans mon cas, moi, d'après ce que mon grand-père m'a raconté, l'empire Bamana de Karta, ils se sont battus, il les a attaqués, El Hadj Omar les a attaqués 12 fois. 12 fois, il est venu les attaquer, ils l'ont repoussé, quoi. Mais 13e fois, il y a quelqu'un qui a trahi, c'est-à-dire quelqu'un est allé dévoiler tous leurs secrets, le secret des Massassi, à El Hadj Omar Tall. Mais eux, ils ont su donc que leur secret a été dévoilé auprès du marabout. Donc il a réuni toute sa cour, il a dit voilà, on nous a trahis, donc si les musulmans viennent cette fois-ci, ils vont nous décimer, quoi. Donc je ne veux pas qu'ils nous déciment, mais je ne vous oblige pas non plus à ne pas vous battre contre lui. Tout ce que je demande, c'est qu'on met à l'abri les femmes et les enfants. Hein. Vous mettez à l'abri les femmes et les enfants, parce que c'est des gens, ils sont horribles, parce qu'à chaque fois, ils faisaient comme les colons, quand ils attrapaient un roi, ils le tuaient devant tout le monde, devant ses sujets, pour donner exemple aux autres, quoi, hein. Donc quand il a fait ça, la plupart des chefs militaires, ils ont décidé d'aller chercher des renforts, parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres royautés qui se battaient contre eux. Donc ils ont dit, bah, on va mettre les enfants à l'abri. Et c'est comme ça que moi, mon grand-père est venu au Sénégal. On l'a amené dans le village où je suis, on l'a confié à quelqu'un, il est venu avec là. Et ils sont retournés se battre contre les marabouts. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont associés avec les Français. Voyant ça, ils se sont associés avec les Bambara pour combattre Cheikh Oumar. Et après, ils ont dominé comment on appelle ça, les Bambara, quoi. Voilà, donc vous voyez que ça a été une résistance. Depuis le Soso, Soumaoro Kanté a résisté contre l'esclavage musulman. Et Fakoly Doumbia, que c'était un des généraux de Soundiata Keïta, Tiramagan Traoré, qui était aussi un des généraux de Soundiata et aussi son cousin, ils se sont battus aussi contre les... D'ailleurs, Fakoly a demandé, quand Soundiata a mis des différents généraux dans des coins de Mandé pour repousser, il a dit mettez-moi là, il a demandé à ce qu'on le mette là où il y a, vers la frontière avec la Mauritanie, tout ça, là où les machins viennent. Parce que lui Fakoly, quand quelqu'un disait Allahu Akbar, il lui tranchait la gorge. Lui, il ne voulait pas entendre parler de Allah, Fakoly Doumbia. Voilà, donc pour vous dire que c'est grâce à toutes ces résistances, mais depuis Kemet, les pharaons qui ont résisté contre les Hyksos, jusqu'à Ouagadougou, où les rois qui ont résisté contre les envahisseurs musulmans, jusqu'à Soso, ils ont résisté. Après, il y a eu Soundiata qui a résisté. Bon, lui, là, il a donné une faveur. Il n'a jamais été musulman, Soundiata, hein, mais il tolérait toutes les confessions religieuses au Mandé. Voilà, c'est peut-être ça l'erreur. C'est l'erreur que beaucoup d'Africains font parce qu'on est tolérant, justement. Bon, est-ce qu'il faut qu'on continue à être tolérant ou il faut qu'on double maintenant notre tolérance de vigilance? C'est à nos stratèges de voir ça. Et voilà, donc je voulais vous témoigner du peuple Dogon, que c'est un peuple africain comme vous tous là, hein, c'est pas un peuple spécifique à part, ce que les Européens essayent de nous faire croire. Ça veut dire que les sciences que détiennent les Dogons, c'est toute l'Afrique qui détiennent cette science-là, quoi. Vous allez voir, il y en a qui le détiennent même au Mali encore aujourd'hui, mais qui ne disent rien, quoi. Parce que ça c'est aussi l'avantage. C'est ça qui nous sauve aussi, parce que l'Africain, vous voyez un petit Africain qui est assis là à la mine de rien, mais il détient des sciences voilà, phénoménales, quoi. Mais il va rien dire tant qu'on va pas, même quand vous lui demandez, il va pas vous le dire comme ça. Il va d'abord vous étudier pendant des jours ou des mois pour savoir s'il doit vous dévoiler sa science ou pas. Voilà le peu que je sais et que j'ai tenu à partager avec vous, et en espérant que ça va vous servir. Et je vous demande, comme ça a été dit tout à l'heure, restons unis, ne faisons pas que le spectacle et ne nous glorifions pas tout simplement, ouais, mon ancêtre a fait ça, Non, il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Sinon on dit, je vais finir sur ça, on dit l'enfant c'est 3 choses. On dit Temem Fala, Dessin Fala, Anisem Fama. Alors là, quand je dis une phrase, je parle de la mère, on dit l'enfant c'est 3 choses.
arriver au niveau de mon père, le dépasser ou ne pas arriver à son niveau. L'enfant, c'est ces trois choses-là. Donc tout enfant souhaite être au-dessus de dépasser les bienfaits de son père ou de sa mère. Voilà. Donc pour la jeunesse africaine, c'est le dernier mot que j'ai apporté. On remercie le doyen Demba. C'est un peu comme la maman Bello de la semaine de la région africaine qui nous a expliqué en profondeur ce que c'est que la cérémonie du bois caïman dont on parle. Voilà. C'est un peu, il vient d'éclairer, parce que moi j'ai un peu, mon sujet c'était un peu la filiation, les liens interethniques, voilà. Donc vous m'avez vraiment beaucoup éclairé. J'ai vu qu'effectivement il n'y a pas de cloison entre les différentes populations. Ok. Donc on remercie encore le doyen Demba. Maintenant on prend question. S'il y a une question, on prend un ou deux intervenants. Oui. Moi c'est pour préciser, comme son sujet est parallèle au mien, je voulais juste faire un petit pont. Ok. Très rapide. Voilà. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, j'avais présenté le sujet des mandingues en Amérique. Donc vous voyez que ce qu'a dit le doyen, il n'y a rien qui contredit ce que j'ai dit. Mais même si Aboubakari il a laissé le pouvoir à son frère Kankan Moussa qui en a fait ce qu'il en a fait, encore une fois, vous ne servez pas de mon sujet pour dire que le frère là, il a laissé musulman prendre le pouvoir. Il avait quelque chose à faire, il fallait absolument qu'il le fasse, il fallait qu'il voyage en Amérique. Il l'a fait, il y a eu les conséquences. Pour moi, c'est le karma, comme certains disent, ça serait passé de toute façon. Voilà. Ok, merci. On n'empêche pas l'autre. En fait, c'est une précision qu'il a apportée, mais il aurait fallu suivre son exposé. Comme d'autres n'ont pas suivi, donc voilà. Ok.